Bon, salut. Aujourd'hui, j'ai pour toi une histoire vraie, mais une histoire de gangster à l'américaine. Alors, je voudrais que tu écoutes ça. C'est l'histoire d'un monsieur du nom d'André Norman. Si tu regardes sur Google, tu cherches André Norman, tu vas trouver son histoire. Ce monsieur est né ici aux États-Unis, à Boston, dans le Massachusetts. Et ce monsieur, dans le coin où il est né, où il a grandi, il n'a pas eu le bénéfice de faire des grandes études. L'alphabétisation n'était pas la chose qui était monnaie courante. Donc lui, son rêve le plus grand a toujours été de jouer à la trompette. Et quand étant tout petit, son rêve de jouer à la trompette s'est estompé. Monsieur André Norman s'est jeté dans la rue, comme plusieurs des garçons le font aussi aux États-Unis. Et là, dans la rue, il est devenu un gangster en bonne et due forme. Il est monté en échelon dans le rang des gangs jusqu'à devenir le troisième en commande dans tout l'État du Massachusetts. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela veut dire. Cela est un peu plus colossal qu'un juste un commissaire de police ou quoi que ce soit. Ce mec-là, il était au-dessus des gars qui traitent avec des narcotiques, de ceux-là qui ont les armes, de ceux-là qui sont des assassins, des tueurs et tout le reste. Eh bien, il va finir par aller en prison. Vous savez, lorsque tu choisis un chemin qui amène à une destination et que tu continues à marcher sur ce chemin, bien évidemment, il est évident, tu finiras par arriver à cette destination. Il a fini en prison. Et il a écopé de plus de 100 ans d'emprisonnement ferme. 100 années de prison ferme. Alors là, on se dit, c'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire, ton sort est scellé. Parce que 100 années, il n'est même pas sûr que tu pourras vivre 100 années, en plus de celles que tu as déjà vécues. Donc, c'est quasiment évident que tu pourrais mourir en prison. Les chances sont fortes. Alors, mais l'histoire de M. Norman est titrée autrement. En fait, beaucoup la racontent comme étant l'histoire de la prison à Harvard. Beaucoup d'entre vous connaissent la grande université Harvard, n'est-ce pas? Donc, souvent, elle est intitulée comme ceci, puisque, à présent, à l'instant où je vous parle, M. Norman a fini par être ce que j'appelais, étant plus jeune, un prédicateur de motivation. Mais aussi, il a organisé, il a créé, il a fondé sa propre société qui s'appelle, n'est-ce pas, la Compagnie de l'Espoir, si je peux appeler ça ainsi en français, n'est-ce pas? Donc, cette histoire finit tellement belle. Mais l'épisode qui m'intéresse dans son histoire pour nous aujourd'hui et que je veux partager avec toi, et avant que je ne la partage, elle est terrible, n'est-ce pas? Si vous avez des enfants qui ont peur, si vous avez quelqu'un qui est beaucoup effrayé, s'il vous plaît, dites-leur de s'asseoir à côté pour un tout petit moment. Et quant à vous, je vous conseille de prendre peut-être un verre de thé, ou bien du café, selon votre préférence, de l'eau simple, et de serrer votre ceinture, parce que c'est du sérieux. Et quand nous allons raconter cette partie de l'histoire, nous allons en tirer une leçon. Parce que cette histoire, je la raconte parce qu'elle m'a rappelé un principe très très cher. Alors, quelle est cette histoire? Quelle est la partie de l'histoire de M. André Norman qui m'a autant intéressé? C'est la partie où il est en prison, un beau matin, M. André Norman a faim. Donc, il se réveille de la prison, et le mec, il a faim. Et quand il a faim, on parle bien du troisième gangster en commande dans l'État du Massachusetts, qui est en prison et qui a faim. Peut-être que vous ne savez pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que c'est un boss en prison. Ce mec, il est un boss, il a des gens sous ses commandes. Donc, les gens font ce qu'il dit, même les gardiens de la prison. Tenez-vous tranquille. Alors, le mec, il se lève de sa cellule et il se dirige vers la porte de sa cellule. Ah, s'il te plaît, pendant que tu continues à écouter cela, je voudrais que tu cliques like. Si tu es en train d'aimer ce que je te raconte, clique sur like pour que, n'est-ce pas, la vidéo ne soit pas finalement bloquée, parce qu'on peut juger que c'est une vidéo brutale, on la bloque si tu n'aimes pas. Donc vas-y, clique like. Et si tu n'es pas encore abonné à notre canal YouTube, s'il te plaît, vas-y, abonne-toi pour davantage d'histoires, pour davantage de leçons, comme je l'ai promis dans cette chaîne. Et ton commentaire me fera aussi plaisir, pour qu'à la fin, tu me dises exactement ce que tu penses de cette histoire ici en bas. Alors le monsieur, il se lève, il se dirige à la porte de sa cellule, et là, à la porte de sa cellule, il fait d'un coup de tête, et le monsieur qui était chargé de se tenir là à la porte, lui ouvre la porte de la cellule. Monsieur André Norman sort de sa cellule.
Il se dirige dans le petit couloir, et là, au petit couloir, il y a un autre monsieur qui se tient à la porte du couloir, qui ouvre, il voit monsieur Norman, et il ouvre la porte. Et monsieur Norman descend. Il descend dans le couloir. En ce moment précis, monsieur André Norman est face au sergent de la prison qui garde la porte, qui dirige vers le couloir allant à la cuisine de la prison. Monsieur Norman voit le sergent, il fait un coup de tête, le sergent comprend le langage, il ouvre la porte et monsieur André Norman sort de là et se dirige vers la cuisine pour satisfaire sa faim. Et là, il arrive à la porte de la cuisine. Fort malheureusement, à la porte de la cuisine, on ne peut pas le voir de distance. Et la porte de la cuisine, elle est munie d'une petite fenêtre, n'est-ce pas, une sorte d'œillet que vous ouvrez, vous écartez tout simplement pour voir qui est de l'autre côté de la porte. Et si vous voulez ouvrir la porte, alors vous ouvrez. Donc, il frappe à la porte de la cuisine et le monsieur qui était là, qui cuisinait, en ce jour-là, il ouvre le petit truc et il voit monsieur André Norman et il remarque que c'est monsieur André Norman. Donc, conclusion, il ouvre la porte de la cuisine. Monsieur André Norman a maintenant franchi près de 4 portes et il se trouve dans la cuisine de la prison. Là, il est venu pour manger. Alors là, il commande un hamburger. Il dit au monsieur, bon voilà, faites-moi un hamburger. Et le monsieur qui se tenait de l'autre côté lui dit, toi, occupe-toi de mon lait frappé. Fais-moi un gobelet de lait frappé. Et là, il se tient, là, il s'attend. Il attend à ce que les deux exécutent et qu'on lui apporte son hamburger et que l'autre lui apporte son lait frappé. Et là, tout de suite, subitement, il y a un monsieur qui sort du fond de la cuisine, de là derrière, et un monsieur vesté, et bien évidemment, qui ressemble au chef, qui est au contrôle des opérations dans la cuisine. Le monsieur vient vers lui, et le monsieur lui demande, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être ici. Qu'est-ce que vous faites ici? André Norman lui répond, il lui dit, bon, moi j'ai faim, je suis venu là, je viens de commander un hamburger, et j'ai commandé du lait frappé. Donc c'est ce que je fais ici, j'attends qu'on me fasse mon hamburger et mon lait frappé, et je vais manger cela, et je vais retourner carrément et simplement dans ma cellule de prison, et ce sera fini. Le monsieur lui dit, mais non monsieur, ça ne se passe pas comme ça, vous venez pas ici à votre guise, vous commandez ce que vous voulez et tout, qui êtes-vous? Déjà il regarde, il voit, mais il voit rien, il dit, mais qui êtes-vous là? Monsieur André Norman, en ce temps, il dit qu'en ce moment précis, aux États-Unis, il y a une chanson qui chauffait et qui s'appelait Les Régulateurs, n'est-ce pas, The Regulator. Il dit au monsieur, je suis le régulateur. Alors là, le monsieur se pose la question de savoir, mais tu régules quoi au juste? Tu es le régulateur de quoi? Alors monsieur Norman lui raconte, il répond, et il dit à ce monsieur, je suis le régulateur qui détermine si toi, tu entres aujourd'hui sur tes 2 pieds ou bien dans un coffret. C'est ça que je régule. Je régule comment tu rentres d'ici aujourd'hui. Est-ce que tu seras dans tes 2 pieds, sur tes 2 pieds en train de marcher, ou bien tu seras dans une sorte de coffret? Nous sommes en train de parler de, tu comprends, le coffret. Et là, le monsieur, il dit, il ne croit pas à ses oreilles, il se dit, mais attends, monsieur, ça ne va pas là. Et monsieur André Norman lui dit, bon, en fait, je vais vous expliquer, vous semblez ne pas comprendre ce qui se passe. Là, maintenant, moi, j'ai faim, je suis venu pour satisfaire ma faim, et ce qui se passe en ce moment précis, c'est que vous vous tenez entre moi et ma bouffe. Donc, vous êtes comme une 5e porte qui se tient entre moi et ma bouffe. Et il n'y a qu'une seule chose qui va se passer, c'est que soit, n'est-ce pas, vous devenez simplement un dommage collatéral, n'est-ce pas, qui se tenait entre moi et ma bouffe et que j'ai dégagé de la main, et conséquemment, je vais écoper de 7 années, n'est-ce pas, dans le trou, où vous quittez et je prends ma bouffe, je mange, je retourne carrément dans ma cellule. Vous faites le choix vous appartient. Vous devenez un dommage collatéral, vous rentrez dans une boîte aujourd'hui, ou bien vous passer de l'autre côté, je prends ma bouffe et tout le reste. Alors sur ce, le monsieur, il va faire un très très bon choix, n'est-ce pas? Alors avant qu'on arrive à parler du choix que le monsieur fait, je vais vous dire ce que moi ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé une histoire qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 18. Dans le livre d'Exode au chapitre 18, il y a une histoire qui, bien qu'elle ne soit pas une histoire de gangster, me rappelle tout aussi bien celle-ci. Dans Exode chapitre 18, Moïse, le grand prophète Moïse, se fait rendre visite par son beau-père Jéthro, le père de sa femme. Alors ce jour, quand Jéthro vient, il rend visite à Moïse, Moïse le reçoit en ce jour-là, et ils font les accolades, et toutes les civilités, comment va la famille, comment tu as laissé ceci et cela, et ils dorment bel et bien comme cela se doit en ce jour. Et le lendemain, au petit matin, Moïse se réveille et il veut continuer sa journée comme normalement, en dépit de la présence du beau-père, il doit continuer à faire ce qu'il fait normalement. Donc là, Moïse prend une place, il s'assied pour juger le peuple. Alors, quand il se met à juger le peuple, vous allez vous trouver au verset 13,
Bible dit qu'il s'assied pour juger le peuple, son beau-père, Jéthro, vient et il voit la chose. Alors, qu'est-ce que Moïse est en train de faire en réalité? Il faut bien comprendre. Moïse s'assied pour juger tout le peuple d'Israël. Nous parlons bien de tout un peuple. C'est comme tout un petit pays là, n'est-ce pas? Il veut juger tout ce pays. Chaque individu. En d'autres termes, Moïse est en train de mordre plus qu'il ne peut mâcher. N'est-ce pas? Biting more than you can chew. C'est comme ça qu'on dit ça en anglais. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose en français, mais il a mordu plus qu'il ne peut mâcher. Comment est-ce que vous imaginez un seul individu s'asseoir un beau petit matin pour juger tous les citoyens du Bénin, pour juger peut-être tous les citoyens de la Côte d'Ivoire, pour juger peut-être tous les citoyens camerounais, pour juger même tous les Gabonais, tous les Libériens, je ne sais pas moi quoi. Un citoyen, un monsieur, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai. Moïse est un super prophète, celui dont Dieu dit qu'il n'y a personne d'autre comme Moïse, c'est le seul prophète auquel je parle face à face, mais de là à là quand même, il faut savoir ce à quoi on s'attaque, n'est-ce pas? Donc, quelle est la leçon dans cette affaire? C'est qu'il faut savoir faire ses choix. Le fait qu'on a des super puissances, des super capacités, on a telle position, ou telle position, tel pouvoir, ou tel pouvoir, ne veut pas toujours dire que parce qu'on a ces pouvoirs, on est aussi capable de faire telle ou telle autre chose. Il est toujours important d'identifier le plus important, ce qui nous concerne, de se focaliser sur cela et de faire cela avec excellence et de savoir identifier qu'en ce moment précis, mes capacités pourraient ne pas me permettre de faire ceci. Donc, revenons sur l'histoire de notre monsieur André Norman et le chef de la cuisine. Alors, le chef de la cuisine a pris une très bonne décision. Le chef de la cuisine a décidé, je vais laisser ce monsieur avoir son hamburger. En fait, il s'est rapproché du monsieur qui était au barbecue et qui était en train de préparer les hamburgers et il lui a dit à l'oreille, mon type, là, c'est sérieux. Ce que je veux que tu fasses pour moi maintenant, là, c'est que le monsieur qui est debout de l'autre côté, là, tu vas lui faire 2 hamburgers. Il lui a demandé de lui en faire 2. Monsieur André Norman ne voulait qu'un seul hamburger. Mais ce type a compris qu'il ne faut même pas se placer de son mauvais côté. Il a demandé, fais-lui-en 2. N'est-ce pas? Et au gars du lait frappé, donne-lui autant qu'il en veut. Et après avoir donné ces ordres-là, il n'est même plus venu voir M. Norman pour le perturber. Il est rentré, lui, dans son bureau et il a appelé sa femme pour dire à sa femme qu'il vient de frôler la mort. Parce qu'André Norman lui a dit que moi, je n'ai rien à perdre, moi, je m'en fous. Si tu te tiens sur mon chemin, tu seras un dommage collatéral, purement et simplement. Moi, je vais t'effacer d'une main et puis je serai mis au trou. Et dans 7 ans exactement, je sortirai du trou et je reviendrai ici pour me faire mon hamburger et mon lait frappé. Ce monsieur a pris la bonne décision. Il a su que je suis ici pour surveiller la cuisine, me rassurer qu'elle est bien faite. C'est vrai, je devrais aussi mettre de l'ordre dans la cuisine, mais je ne pense pas que je devais mourir pour l'ordre dans la cuisine. Avant de se décider d'aller vers tel ou tel aspect de la chose, il faut vraiment savoir la décision que vous êtes en train de faire et les véritables conséquences que cette décision porte. Moïse, quant à lui, n'avait pas besoin de juger tout le peuple. En effet, lorsque vous lisez la suite de ce passage, la Bible dit que son oncle, son beau-père, Jéthro, lui a donné le conseil. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il ne lui a pas dit que ce que tu fais est dur. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et il lui a demandé de lire des juges sur le peuple pour qu'ils jugent des affaires qui ne sont pas critiques et que les gens n'apportent vers lui que des affaires critiques. De telle sorte que le nombre de personnes qu'il va recevoir finalement et par jour ne soit pas élevé au point de le fatiguer et de l'abîmer. Ceci peut concerner les gens comme les pères de famille. Lorsque nous devenons pères de famille, nous ne sommes plus quand nous étions jeunes. Nous prenions des risques fous et ces risques pouvaient, n'est-ce pas, faire pâtir notre vie. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler maintenant. Si tu es un père de famille ou peut-être aussi une mère de famille, il faut savoir comment gérer
il faut savoir ce à quoi s'attaquer, il faut savoir ce que faire. Parce que ne pense pas qu'à toi en prenant cette décision, c'est égoïste. Pense aussi à ces enfants et à cette femme. Que si on t'efface, cela ne va rester pas derrière. À moins que Dieu, en personne, t'ait dit que c'est la mission pour laquelle je t'ai appelé, comme le Christ qui devait mourir sur la croix, et il le savait, à moins que tu aies une telle révélation, s'il te plaît, pense aux conséquences de la décision, du genre de travail que tu choisis de faire. Est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire? Est-ce que c'est même le travail qui te regarde? Est-ce que partage ceci à quelqu'un à qui ça peut être très utile et rencontrons-nous dans la prochaine vidéo. Bye bye.